Bonjour Nicolas. Bonjour François. Ça va? Ça va bien. Bon, on se retrouve pour le deuxième épisode. Deuxième épisode. De Café IFI. On n'a pas traîné. On n'a pas traîné, non. Alors aujourd'hui, on va parler. On est samedi après-midi. Et on vient de recevoir 3 personnes à la suite, Oui. et qui ne se connaissent pas, et qui nous ont quand même à peu près tenu sensiblement le même discours. C'est des gens qui sont dans la hi-fi depuis quelques années, voire quelques décennies pour certains, et ils en sont. La conversation en est arrivée au fait que il y a quand même assez souvent des expériences un petit peu malheureuses qui sont faites soit en auditorium, soit en salon. Oui. Nous-mêmes, on en a fait. Et globalement, ce qu'il en ressort, c'est que parfois, on a quand même une espèce de déception. On a l'impression que les systèmes ne tiennent pas totalement leurs promesses, en tout cas eu égard aux sommes demandées aux clients. C'est exactement ça. Je propose qu'on lance le jingle. On en reparle dans un instant. Allez. C'est vrai que ces 3 personnes ne se connaissent pas du tout. Non. Il y a une personne qui est venue pour récupérer un produit d'occasion. Des gens qui sont venus de Paris pour faire connaissance avec le magasin. Voilà. Et puis la dernière personne, c'était un monsieur qui est venu récupérer un ampli qu'on a retubé pour lui. C'est ça. Et ces 3 personnes nous ont fait la remarque suivante, et c'est une remarque qui revient tout le temps, et c'est ça dont on va parler un petit peu. Et de plus en plus, j'ai l'impression. On va essayer de discuter un peu de ça aujourd'hui. C'est de la décorrélation totale entre finalement le plaisir d'écoute et la performance d'écoute et l'effort financier qui est demandé au client, qui peut parfois dépasser plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce qui est quand même une somme aujourd'hui relativement conséquente. Ouais. Donc, ce qu'on va faire pour les personnes qui nous écoutent, on va essayer de reprendre la chronologie de ce qui s'est passé. Donc, la première personne qui s'est pointée ce matin au magasin, c'était donc ces gens qui sont venus d'Arras pour récupérer l'ampli YBA d'occasion. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces gens ? Ils ont dit tout simplement qu'ils avaient fait l'expérience plusieurs fois de matériel et d'écoute extrêmement cher, comparativement, notamment dans des visites de magasins, entre 2 systèmes. C'est-à-dire qu'ils font une première écoute sur un système, je dis n'importe quoi, à 3-4 000 euros, 5 000 euros, admettons, et on leur propose de monter en gamme. Ils montent en gamme sur différentes écoutes, ils en arrivent à un système à quasiment 70 000 euros. Voilà. Et par rapport à la première écoute à 5-6 000 euros, bon. C'est pas le coup de boule, c'est pas vraiment. C'est pas la claque. C'est pas la claque. C'est ça. Le client, il se dit pas, franchement, ça vaut. Alors, après, il y a l'aspect financier. Je peux le faire, je peux pas le faire, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Mais il se dit pas, c'est bon, je me fais déglinguer. Alors, moi, la question que j'ai envie de poser. Et la question qui parfois me réveille la nuit, c'est pourquoi ces magasins font-ils écouter des trucs, des setups à quasiment 70K ce qui est quand même une somme énorme, bien sûr. Alors que ça marche, parce qu'ils l'entendent bien que ça marche quand même pas vraiment mieux que le truc qu'ils ont proposé à 5 ou 6 000. C'est pas possible autrement. Honnêtement, c'est pas possible. À moins vraiment d'avoir un souci, on entend quand même que ça marche pas franchement mieux. Donc comment ça se fait ? Pourquoi c'est quoi le truc ? Il y a, selon moi, pas mal d'explications possibles. Alors après, il y a le côté, on va dire, purement commercial. C'est-à-dire que quand vous avez, une offre à défendre, vous avez différents produits qui s'associent entre eux. À un moment donné, c'est sûr que vous ne mettez pas une paire à 10 000 sur un ampli à 500. Donc fatalement, vous les combinez ensemble. Vous savez ou pas trop si ça va marcher, mais de toute façon, vous n'avez que ça, donc voilà. Et donc, vous faites des combos un petit peu comme ça, par empilement de dizaines de KE, et on arrive à des trucs à 70 KE qui marchent pas forcément, ou en tout cas, encore une fois, par rapport à d'autres choses moins chères, et on se retrouve avec des trucs comme ça. Moi, j'ai une autre explication à donner. On a été formés, nous, en tant que consommateurs, depuis qu'on est petits, à une montée en gamme qui accompagne en général une montée en qualité. Oui. Si j'achète de la viande chez le boucher, du roast beef à 30 € le kilo, en principe, c'est meilleur que du disque surgelé que j'achète chez un hard discounter. Le prix est corrélé en général à la qualité du produit. Normalement, c'est la règle du jeu. Normalement, c'est la règle du jeu. Si j'achète une chemise ou un costume sur mesure par rapport à une chemise que j'achète au marché, techniquement, la coupe doit être un petit peu mieux, le tissu doit être de meilleure qualité, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve un peu partout. En hi-fi, pour je ne sais quelle raison, enfin si je sais pour quelle raison, je vais la dire après, mais c'est pour faire réfléchir un petit peu justement à ce que C'est pas souvent le cas, en tout cas pas toujours. C'est pas souvent le cas.
la montée en gamme ne s'associe pas, et ça, vous avez été des centaines à nous le dire en magasin. On a pensé à faire cette vidéo à chaud, on n'est même pas préparé, rien du tout, parce que justement, on voulait en parler avec vous. Mais c'est vrai que la montée en gamme en hi-fi n'est pas systématiquement accompagnée d'une montée en performance d'écoute. Et je dirais même que parfois, et là c'est encore pire que tout, c'est le contraire. Ouais. C'est-à-dire que plus en ayant un système plus cher, c'est encore moins bon. Ça, c'est un vrai problème. Là, par contre, c'est une faute professionnelle, c'est un manque de qualité d'association, etc. Parce que au magasin, là, on va se la péter un peu. Plus on monte en gamme, plus on monte en prix, mieux ça marche. Ouais. Parce que de toute façon, quel client accepterait de payer un système 2 ou 3 fois le prix du système de base, de référence, si ça marche pas mieux? C'est sûr. Il va pas faire l'acquisition pour nos beaux yeux, c'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut bien qu'on prouve et que ce soit, on va dire, quelque chose de tangible pour qu'il puisse accepter de payer une certaine différence de prix. C'est sûr. Et d'ailleurs, dans ce que vous dites, il y a un élément effectivement qui est fondamental, c'est le savoir-faire de l'association. C'est le savoir-faire de l'association qui est très important. Voilà. C'est vrai que on a dans notre ADN ici au magasin, puisque c'est vrai qu'on est fabricant, on connaît les associations, on connaît les fine-tuning, les petits réglages fins qui permettent vraiment d'aller vers une excellence en faisant des trucs, et c'est ce que je disais à ces gens qui sont venus de Paris il n'y a même pas un quart d'heure, en faisant des trucs d'artisans qu'un industriel peut pas faire. Et ça, c'est très important. Alors, je vais détailler ce que je veux dire. Nous, chez Limodio, par exemple, on fait des trucs sur une enceinte à 2000 balles la paire qui est impossible à faire par un industriel pour des questions de temps, de coût, de main-d'œuvre, etc. Forcément. En revanche, nous, il y a des trucs qu'on peut pas faire. Bien sûr. Si on nous dit, demain, on a une commande de 200 Pareto à livrer pour la semaine prochaine, une grande marque industrielle, ils mettent les mecs sur la chaîne et ce soir, c'est terminé. Nous, on va mettre un an à livrer. C'est sûr. Ça, faut être très clair. Mais l'industriel, l'artisanal, c'est pas du tout la même conception. Non. Et c'est pour ça que je veux dire aussi qu'il est possible, et ça c'est quelque chose qu'il faudrait redire aux personnes qui nous entendent, qui ont parfois poussé la porte de magasins un peu, entre guillemets, élitistes, si on veut, mais élitistes que par les prix finalement. Oui. Parce qu'au niveau de l'écoute, finalement, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est élitiste parce que c'est cher. Voilà. C'est pas élitiste parce que ça marche mieux qu'autre chose. En vrai de vrai. Non. Non mais c'est vrai. Donc, élitiste parce que c'est cher, il y a moyen, c'est ce que je veux finir ma phrase là-dessus, c'est ce que je veux dire aux gens, il y a moyen, heureusement, de se faire des combos de très très belles factures pour des prix relativement raisonnables, entre guillemets. Je sais qu'on va se faire défoncer sur les commentaires, oui, 2000 € pour une paire d'enceintes, c'est trop cher, etc. Je parle dans notre scope à nous, dans notre univers de haute fidélité, de qualité. Bien sûr. Après, c'est sûr que 300 €, il y a des enceintes à 300 €, il y a des enceintes à 300 € la paire, c'est des choses qui existent. Ensuite, on a eu la visite d'un monsieur qui est venu récupérer son ampli à tube pour un retubage, du KT88. Ouais, absolument. Il y avait une résistance qui avait pété dedans et on l'a retubé. Qu'est-ce qu'il nous a dit, ce monsieur? Parce que moi, j'étais en train de garer ma bagnole, j'ai pas entendu le début de la discussion. Lui, c'était un peu pareil. Parce qu'en fait, il discutait avec le monsieur d'Arras. Et lui, Franck, il s'appelle Franck, il est client depuis quelques années maintenant au magasin, mais il a connu évidemment d'autres choses avant nous. Il a été faire différents magasins avant de se décider, etc. Et il a vécu le même genre d'expérience. Il a expérimenté la décorrélation avec la montée en gamme, la montée en prix et la performance qui montait pas forcément ou qui suivait pas la montée en prix, voire même qui descendait par rapport au prix. Donc il était assez blasé même à une époque. Il s'est même demandé est-ce que ça vaut le coup d'investir dans la hi-fi. Ça, c'est le pire de tout, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur un métier qui est moins florissant que pendant l'âge d'or de la hi-fi, c'est-à-dire les années 70-80, où il y avait un taux d'équipement phénoménal. Et c'est vrai que moi, ce que je reproche à la profession aujourd'hui, ouvertement, c'est justement d'utiliser des pratiques un peu comme ça qui font fuir les gens. Ça dégoûte des gens. Ouais. Ça dégoûte des gens, parce que le mec, il va sur un salon, il faut se mettre à sa place, il va sur un salon, il écoute un truc à 50 000 balles, quand ça marche bien, il se dit, de toute façon, c'est pas pour moi. C'est un peu comme le gars qui va au salon de l'auto et puis il se dit... Il voit des Ferrari. Il voit des Ferrari, il voit des trucs à 300 KE, bon, il se dit, c'est clair que c'est génial. Mais bon, c'est pas pour moi. C'est un peu dommage, parce que je pense qu'on pourrait remettre un pied à l'étrier aux clients non audiophiles, entre guillemets, à la hi-fi de qualité, sans pour autant exploser des budgets. Ce qui se faisait dans les années 70, quoi. Je sais pas, faudrait qu'on regarde, en fait,
à l'époque, combien coûtait en francs, faudrait qu'on regarde le salaire, mettons dans les années 80, voilà, ouais, ou 90, le salaire médian des Français dans les années 80-90, de regarder combien coûtait une chaîne. Mais je suis persuadé que c'était beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ouais. Mon père, son premier système, c'était du Goldmund, ampli, préampli, mimésis, avec des enceintes Goldmund aussi, des dialogues. Ce qui était déjà un beau système. Et à l'époque, il avait payé ça, l'ampli, il avait payé à l'époque 50 000 francs. Le préampli, je ne sais plus combien. Enfin, c'était un système peut-être à l'époque, je parle de ça, à 150 000 francs certainement. Donc, il faudrait regarder combien valent 150 000 francs convertis évidemment en euros, mais constant, en tenant compte de l'inflation, des salaires, etc. Ouais. Et ça, je pense que ça pourrait donner un sentiment sur l'évolution du coût de l'EFI qui a également beaucoup monté. Ouais. Ensuite, on a eu donc la visite, je disais à François, de gens qui sont venus de Paris, qui étaient en visite, en week-end de tourisme. Ils ont profité pour venir nous voir ici au magasin et avec qui on a eu encore une fois la même discussion. Toujours le même scénario. Toujours le même scénario. Pourquoi c'est aussi cher, pourquoi ça marche finalement pas si bien que ça, etc. etc. C'est ça. Et là, je pense que je m'adresse vraiment à l'ensemble de la profession. Il y a vraiment, les gars, un travail à faire. Arrêtons, ou arrêtez plutôt, de proposer des trucs qui ne tiennent pas ses promesses, qui ne tiennent pas leurs promesses. Parce que, c'est ce que je disais à ce monsieur, moi, aller au restaurant et dépenser un petit billet, inviter ma femme pour aller dans un truc gastro, semi-gastro, une fois de temps en temps, mais avoir une expérience sympa. Qui change complètement exactement de ce qu'on peut faire. Mais c'est sûr que si je me fais des croque-monsieur à la maison, que c'est aussi bon, il y a un problème. Il y a un gros problème. Donc, dépenser pour avoir un vrai résultat, c'est pas le problème. Payer cher et des produits chers, on en vend aussi. Bien sûr. Là, on va probablement vendre un des meilleurs lecteurs CD qui existe sur le marché à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un client qui est très très bien équipé. Ça nous pose aucun souci de vendre de la très très belle cam. Mais bon, derrière, on a le résultat. C'est ça. C'est toujours évidemment très cher. C'est toujours, c'est toujours trop cher. Si on veut, c'est trop cher. Tout est déraisonnable. Tout est trop cher. Moi, j'ai acheté une paire de Nike à ma gamine à 170 € chez Courir il y a 3 semaines pour des chaussures fabriquées au Bangladesh ou au Vietnam. C'est très cher. Ouais. Enfin, on peut dire ça sur tout, en fait. Ouais. Mais bon, elle a ses pompes, elle est contente. Voilà. on est tous pareils. Donc, c'est ce qu'on voulait vous dire, les amis, concernant le rapport... la décorrélation entre le rapport, comment dirais-je, performance-prix, c'est à peu près ça. Performance-prix. N'hésitez pas à commenter, mais ça avait été déjà, tout le monde nous le dit sur les réseaux, globalement, en permanence. Ça revient systématiquement. Et c'est vrai que nous, on va continuer nos efforts de toute façon pour essayer de vous dénicher des petites marques. Pas forcément marketées, parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. S'il y a des marques qui coûtent très cher... C'est parce qu'il y a un coût publicitaire énorme. Voilà, c'est parce qu'il y a un coût publicitaire énorme. Et qui paye la pub ? C'est pricé. Hein. C'est pricé, c'est le client qui paye la publicité d'une manière générale. Donc quand il y a un produit qui est très marketé, avec plein de pubs dans les magazines, dans ceci, cela, celui qui va payer la publicité, au final, c'est vous. Hein. C'est personne d'autre. Et c'est au détriment de la valeur des produits. Ah oui, fatalement. Forcément. Fatalement. Le budget qu'on met... Si on dépense par exemple 2 000 € de budget publicitaire par unité vendue, admettons, je dis n'importe quoi, c'est 2 000 € qu'on ne mettra pas dans les composants, qu'on ne mettra pas dans autre chose. C'est ça, dans les HP, dans le filtre, dans tout, quoi. Alors l'autre logique, ce serait de dire, si, on va quand même mettre de la qualité, mais on va monter le prix. Mais ils font pas ça, les industriels. Ils baissent les prix de production au maximum pour justement faire de la série. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Entendu. À prochaine. Nicolas, on se dit à la prochaine. Ouais, les amis, on vous encourage à vous abonner à la page pour ne rien rater des futures vidéos. On va essayer d'être sur un rythme d'une vidéo par semaine. Donc si vous ne voulez pas rater les prochaines, abonnez-vous à la page, mettez la petite cloche parce que parfois même en étant abonné, on peut rater des vidéos. Et puis n'hésitez pas à commenter, nous faire part de votre retour. Si vous avez des questions pour les prochaines émissions, posez vos questions. On y répondra le plus rapidement possible. Envoyez-nous des bouteilles de champagne aussi si c'est possible. Allez, bon après-midi à vous.